Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec pour m'accompagner ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et bonsoir Olivier Ravanello. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir dans Chaque Voix compte la guerre de l'essence. L'embrasement au Moyen-Orient a entraîné une flambée spectaculaire des prix des carburants avec un gasoil désormais à plus de 2 € le litre. L'exécutif cherche la parade pour adoucir la facture, mais jusqu'où vont grimper les prix? Les stations-service profitent-elles de cette crise? Nous en parlons ce soir avec vous, Francis Pousse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national des distributeurs de carburant du syndicat Mobiliance. Merci d'être là aux côtés de Céline Antonin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE. Et bonsoir Thierry Brosse. Bonsoir. Professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques. Merci à tous les trois d'être là pour parler de ce sujet hautement concernant pour nous ce soir. Fanny, vous allez nous parler d'une autre énergie, vous, ce soir, le gaz. Effectivement, le cours du gaz s'est envolé jusqu'à 75% de plus ces derniers jours. Donc vous voyez, c'est un chiffre astronomique. Olivier, quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir? L'histoire de ces jeux vidéo qui inspirent très directement la façon dont Trump raconte sur les réseaux sociaux la guerre en Iran. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Nous avons choisi ce soir de retourner dans les régions inondées il y a un mois par des crues historiques. L'eau et les caméras sont partis. C'est maintenant le temps des assureurs et des devis pour les sinistrés et pour les communes qui se posent tous la même question. Qui va vraiment payer? Eh bien, nous en débattrons tout à l'heure avec Benoît Biteau, qui est député écologiste de Charente-Maritime, un des départements les plus touchés par ces crues. Amandine Richaud-Cram sera avec nous également. Elle est ingénieure en environnement et urbaniste. Et Olivier Moustakakis, qui est assureur et porte-parole directeur général d'Assureland. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités sur les inondations ou sur les carburants, ou nous faire part de vos réflexions, tout simplement. Vous flashez le petit QR code qui est là tout au long de l'émission. Et vous connaissez notre stratégie, c'est Olivier Ravanello qui se charge de nous transmettre tous vos messages avec sa tablette magique. On n'oublie pas les municipales, le premier tour c'est dimanche dans 5 jours, journal de campagne tout à l'heure, présenté par Marco Pommier. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. On sait que c'est un sujet hautement inflammable parce qu'il touche notre quotidien, nos déplacements, notre portefeuille. Le prix de l'essence est à nouveau au cœur de toutes les discussions au 11e jour de la guerre au Moyen-Orient. Le blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite 1 litre de pétrole sur 5 perturbe grandement le trafic mondial. Les cours du baril ont d'ailleurs connu des variations spectaculaires au cours de ces dernières heures. On a trouvé des champions à Paris. La station la plus chère affiche ce soir 1 litre de gasoil à 2,60 € et même 2,69 € pour le sans-plomb. 2 minutes pour comprendre avec Maïté Frémont. Ces derniers jours, les explosions se sont succédées à Téhéran. Cette fois-ci, des dépôts pétroliers attaqués par l'armée israélienne. Oh là là, c'est pas possible! Les Iraniens aussi prennent pour cible des complexes pétroliers dans les pays du Golfe, comme hier cette raffinerie à Bahreïn. L'objectif de Téhéran est de perturber l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, déjà mis à mal par le blocage du détroit d'Ormuz, où 200 pétroliers sont immobilisés. L'essentiel du problème, le nœud de l'enjeu, c'est le détroit d'Ormuz et c'est le marché global. Conséquence du blocage, les cours du pétrole s'envolent. Le baril a même tutoyé les 120 $. Un marché du brut qui s'affole, même s'il suffit d'une phrase de Donald Trump pour rassurer. Sur l'Iran, vous avez dit que ce serait fini bientôt. Est-ce que vous pensez que ce sera terminé cette semaine? Parlez-vous de jours? Non, mais bientôt, je pense. Bientôt, très bientôt. Des marchés financiers qui reprennent leur souffle, mais du côté des citoyens, c'est l'inquiétude. Eh ben là, on va plus toucher la voiture bientôt. Car les prix flambent. Le litre, il est à combien? Il est à 2,16 €. Ça fait cher. Ça fait cher. Partout sur le territoire, les prix à la pompe ne font qu'augmenter. La barre des 2 € le litre est dépassée, jusqu'à 2,60 € à Paris. Et déjà, des pénuries comme ici à Marseille. On voit que la station, apparemment, il n'y a plus de carburant. Ça va être compliqué pour nous les transporteurs. Si on n'a pas de carburant,
pas de livraison. Depuis le début de la guerre, c'est le gasoil qui a augmenté le plus rapidement, plus 15%. Sur le site du gouvernement, cette carte en temps réel des stations les plus chères est celle qui affiche les prix les plus bas, avec des écarts parfois de près de 1 euro. Ils sont là-bas, mes enquêteurs. On va les voir. Alors, pour éviter les abus, opération commando de la part du gouvernement. S'il y a un constat d'une non-loyauté sur l'application entre le prix du totem et le prix sur le site, il y a une sanction. Depuis hier, 500 stations-service sont contrôlées. Michel-Édouard Leclerc se défend. Ça a quelque chose d'assez délirant d'aller montrer le pompiste ou le garagiste du coin, d'aller dire je surveille ces marges, alors que vous voyez bien que c'est à travers toute l'Europe et même les États-Unis, c'est des stocks de produits raffinés. Les consommateurs se ruent à la pompe, mais aussi pour remplir leur cuve. Chez ce premier site de commande de fioul, le téléphone n'arrête pas de sonner. On a fait 440 commandes en une journée, donc le lundi qui est le jour, en fait, le lundi c'est un jour très fort de commandes, alors qu'on en avait fait 152 la semaine d'avant. Aujourd'hui encore, au Bangladesh, au Vietnam ou encore en Angleterre ou en Allemagne, ils sont des milliers à s'être rués dans les stations essence et certains pays prennent déjà des mesures. Thierry Brosse, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on vient de vivre 48 heures absolument hallucinantes avec ces cours du pétrole, avec un baril qui dépasse les $115 hier matin, qui redescend dans la soirée d'environ 30%? Non, je pense que c'est la volatilité sur les matières premières. C'est une journée un peu spéciale, mais elle n'est pas extraordinaire. On a vu des jours où le pétrole a été plus volatile. Ce qui peut-être est extraordinaire, c'est finalement le poids qu'a le président Trump sur les cours du pétrole, parce que finalement, il est capable, à lui tout seul, et ce que beaucoup d'hommes politiques rêveraient, de le faire baisser le prix par une phrase, comme vous l'avez évoqué dans votre reportage. Non, les matières premières sont volatiles, il faut vivre avec, et il faut imaginer des systèmes où soit le consommateur accepte cette volatilité, soit il peut être protégé d'une façon ou d'une autre. Mais la volatilité des matières premières, c'est la façon dont le système est construit, puisque c'est le baril marginal qui fixe le prix de tous les barils. Francis Pousse, vous n'avez pas l'air d'accord avec les propos de Thierry Brosse sur le fait que quand Donald Trump parle, les cours du pétrole tremblent. Évidemment, il a une forte influence sur le prix du baril, mais j'ai remarqué hier, parce qu'en ce moment, je suis presque chaque demi-heure le prix le cours du baril. Et en fait, hier, les cours du baril avaient déjà commencé à descendre avant même que M. Trump parle. Donc, c'est un peu facile de dire que c'est grâce à lui. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, si ce n'est pas grâce à lui, comment vous expliquez le début de la descente du prix hier ? Alors, ce qu'on a remarqué à chaque fois, là en plus, ils ont frappé un week-end, ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs. Et je pense que c'était peut-être pour amortir l'effet pétrole. Parce que la bourse est fermée. Dans la nuit, voilà, les bourses sont fermées le samedi et le dimanche. On est passé dans la nuit au pire à 119, vers 3 ou 4 heures du matin, $119 hier. Et on est vite redescendu parce que passé cet émoi, j'allais dire, les investisseurs se rendent compte quand même que du pétrole, il y en a encore et encore sur les marchés internationaux. Donc, c'est une redescente normale qui est due à une flambée exceptionnelle dans la nuit. Redescente aussi parce que peut-être hier, il y a eu une réunion des pays du G7 disant si ça se bloque, on lâchera quelques réserves éventuellement. En tout cas, il y a eu un début et on mettra donc sur le marché du pétrole pour justement envoyer le signal que l'on ferait peut-être. On parle des stocks stratégiques, mais la fonction première des stocks stratégiques, c'est de répondre à une crise. Une crise majeure. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que, juste sur... Nous, on essaie de comprendre à la fois cette volatilité, cette flambée soudaine d'hier. Est-ce que le fait d'envoyer un signal en disant... On étudie la question. Voilà, on envisage l'option des stocks stratégiques. Ça envoie aussi un message de... Mais il faudrait un envoi massif de produits raffinés sur, par exemple, au moins le territoire européen pour que ça fasse bouger le fameux Platts, qui est la cotation Rotterdam, là je parle de l'Europe, qui est la cotation Rotterdam des produits finis, et en particulier sur le diesel. Céline Antonin.
Oui, mais alors je pense que c'est un peu une combinaison, c'est-à-dire qu'à la fois, même si aucun des éléments n'est l'événement qui a expliqué le passage d'un prix à $119, une descente de près de $20, je pense que chaque élément a contribué, à la fois le discours de Trump, à la fois la situation réelle du pétrole, parce qu'effectivement il y a ce verrou du détroit d'Ormuz, mais si ce verrou saute, en fait, il faut quand même rappeler qu'avant cette crise, on était dans une situation où on était suralimenté en pétrole, c'est-à-dire qu'il y avait une offre largement excédentaire, on avait plus de 3 millions de barils jour supplémentaires. Donc en fait, voilà, c'est vraiment ce détroit qui pose problème, comme vous l'avez dit dans le reportage. Oui, on rappelle, 20% du pétrole mondial transite par ce détroit d'Ormuz. Thierry Brosse, est-ce que le contrôle de ce détroit, c'est pas en fait l'arme la plus redoutable de l'Iran ? Oui, mais on le savait. Enfin, moi, j'ai été responsable de la sécurité des approvisionnements de la France il y a une vingtaine d'années. On sait tous que le détroit d'Ormuz, c'est le risque majeur, le risque systémique. Et c'est pour ça que je pense que Trump a un plan B, c'est-à-dire que il a évoqué assez rapidement qu'il voulait escorter les tankers. Le président Macron a aussi dit la même chose. Donc, on voit bien que... Enfin, à la différence qu'Emmanuel Macron a parlé de cette option quand la phase la plus chaude du conflit sera passée, donc pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mais on voit bien que la marine américaine va d'abord essayer de nettoyer ce détroit pour faire passer quelques tankers, et puis ensuite, effectivement... Je vous interromps, ça veut dire quoi, nettoyer le détroit ? C'est-à-dire, en termes, il va falloir enlever les mines s'il y en a, il va falloir essayer de ne plus avoir de drones, et puis il va falloir escorter les navires, c'est ce que Trump dit. Hein. Et donc, enfin, j'imagine que ça, c'est possible et que ça sera fait assez vite. Parce qu'autrement, si vous n'avez pas ça, c'est pas 100, c'est pas 120, c'est très au-delà de $150. Parce que quand il vous manque 20% de votre pétrole, vous n'avez aucun moyen de récupérer ces volumes qui vous manquent. Oui, peut-être 20% du pétrole mondial, mais le pétrole européen dépend. Oui, alors c'est vrai que c'est quand même un marché mondial. Il joue sur les prix. Voilà, je suis d'accord. En termes d'approvisionnement, on est peu dépendant du détroit d'Ormuz, mais par contre, évidemment, s'il vous manque 20% sur le marché mondial, les prix vont augmenter. Oui, parce que donc il faut rappeler que c'est un marché mondial, donc effectivement tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, même si nous, en fait c'est l'Asie qui est essentiellement approvisionnée par le pétrole qui justement transite par ce détroit, la Chine, le Japon, donc tous les pays du bloc asiatique, mais effectivement nous-mêmes on est touchés par répercussions. Et en fait ce qui pose problème dans ce détroit, c'est que déjà je pense que c'est compliqué de nettoyer les mines, de s'assurer vraiment une vraie sécurité. S'il y en a, parce que pour l'instant on ne sait même pas si le détroit a été miné. Le plus réduit, il faut voir que c'est 30 km, donc c'est vraiment rien, c'est un goulet d'étranglement. Et par ailleurs, en fait, le problème de ce détroit, c'est qu'on est bordé par des pays qui sont des gros producteurs. L'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, l'Irak, l'Iran. Et en fait, le problème, c'est aussi qu'il n'y a pas de voie alternative. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, il y a un oléoduc qui traverse l'Arabie Saoudite, pourquoi pas passer par là? Mais en fait, il a une capacité qui est restreinte et on ne peut pas tout faire passer par... Et en contournant l'Afrique ? Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pour le pétrole qui ensuite passerait par le canal de Suez ou par l'Afrique. Mais le détroit d'Ormuz, c'est vraiment un endroit particulier où vous avez ces 20 millions de barils jour. Et moi, j'avais calculé qu'on a à peu près 8 à 10% qui, de toute façon, de pétrole que vous n'arriveriez pas à détourner. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un... Oui, c'est à peu près ça. C'est 20 millions de barils par jour qui manquent. L'Arabie Saoudite l'a dit ce matin, elle a la capacité de rerouter 6 millions par son pipeline. 20 moins 6, ça vous fait 14. Et si on remet un peu des stocks stratégiques, on ne peut pas en remettre plus de 4. Ça fait 10 millions qui vous manquent. Et 10 millions, vous ne faites pas l'équilibre mondial. Hein. Donc 10 millions, c'est une crise majeure énergétique. Et donc une pénurie. Économique, oui. Et d'ailleurs, vous voyez que dans certains pays pauvres, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, vous avez déjà des pénuries. Parce que quand on dit ça ne touche que l'Asie, c'est un peu facile parce que rappelez-vous qu'en rappelez-vous ce qui s'est passé en 2021 quand Poutine nous a coupé le gaz, ça a touché le Bangladesh, le Pakistan qui n'ont pas pu avoir de gaz et qui ont eu des blackouts parce que nous, riches, avons rerouté les cargaisons de méthane. Non, je suis d'accord. Et en plus, je pense que ça ne touche pas que l'Asie. Disons que c'est vraiment ceux qui se fournissent essentiellement pour lesquels le pétrole transite beaucoup par ce détroit. Mais à la limite, la Chine s'entend pas trop mal avec l'Iran, donc c'est pas forcément
j'allais dire, les quelques pétroliers qui pourraient passer sont finalement ceux qui seraient destinés à la Chine. Donc, et par ailleurs, Téhéran a juré cet après-midi que plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que d'ailleurs, vous qui suivez minute par minute la courbe des cours du pétrole, est-ce que ça a fait bouger les choses, cette Absolument déclaration pas. de l'Iran ? On a commencé la journée sur une tendance baissière qui a continué jusqu'à à peu près il y a 1 heure. Donc les annonces datent d'il y a 2-3 heures au moins, je crois. Donc là, par contre, à l'inverse, ça n'a pas eu pour l'instant, de répercussions. Alors, pardon pour cette question béotienne, mais les automobilistes qui nous regardent, je suis sûre, se la posent aussi. On est tous étonnés de la rapidité avec laquelle la flambée du baril s'est répercutée à la pompe. Pardon, mais on a du mal à comprendre. J'ai toujours entendu qu'il y avait en général 2 semaines entre la hausse du baril et la hausse à la pompe. Et là, ça a mis 2 jours. Alors, je vais vous dire, moi aussi, le premier, j'ai été étonné. Et je déclarais il y a encore 10 jours que je ne m'attendais pas à une hausse aussi rapide. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le fameux baril de dollars, le baril de pétrole que tout le monde scrute, avec d'ailleurs à côté la valeur aussi de l'euro par rapport au dollar, qui joue dans l'équation. Mais en fait, derrière, c'est le marché Rotterdam qu'on appelle le Platts, qui est une cotation de chaque produit fini. Je m'explique. Vous avez, une fois raffiné, ces produits arrivent sur le marché. Pour le samplon, on est autosuffisant en Europe. Donc, on ne fait appel à aucune source d'approvisionnement extérieure. On est autonome. On a vu la hausse, la semaine dernière, 8 centimes de plus sur le samplon. En revanche, sur le gasoil, on en manque. On en manque depuis, entre autres, la guerre en Ukraine, où on s'est coupé des approvisionnements russes de diesel qui étaient de l'ordre de 20%, et on importe en ce moment à peu près 20 à 30% de gasoil. À partir du moment où vous allez chercher le gasoil raffiné ailleurs, dans des pays qui ont des contraintes d'approvisionnement, puisqu'ils ne reçoivent plus des pays du Golfe, forcément le marché mondial du gasoil spécifiquement monte, et c'est ce fameux Platts Rotterdam qui est l'indice prix de l'ensemble de nos fournisseurs. Donc, ça explique pourquoi, malheureusement, on a eu 25 centimes de hausse sur le gasoil versus 8. Et je tiens à signaler que c'est une situation qu'on avait déjà depuis quelques semaines. On avait déjà un gasoil qui était au même prix que Olivier, je crois qu'il y a une question téléspectateur qui est dans cette même thématique. Oui, qui rejoint un peu ce débat. C'est Jean-Jacques qui nous la pose et qui se demande si la baisse va être immédiatement impactante sur les prix, aussi vite à la baisse que ça l'a été à la hausse. Ou est-ce qu'il n'y a pas, au milieu de ça, malgré tout, là, ce que vous décrivez, c'est un marché parfaitement libre, transparent et fair. Est-ce que tous les acteurs de ce secteur en période de crise sont fair? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui font des provisions et qui profitent de cette augmentation? Alors, je représente les distributeurs de carburant, les pompistes, j'aime à dire. Ces pompistes ont des capacités de stockage très limitées, dans un sens comme dans un autre, d'ailleurs. Donc, on ne peut pas faire... En moyenne, on a 1 à 5 jours de stock en station-service. Donc, on ne peut pas faire de stock sur 2 mois. J'entendais hier un auditeur d'une radio qui disait qu'ils ont des stocks de 3 mois. C'est absolument pas vrai, parce que déjà, ça coûte très cher, le carburant, et que vous le payez quasiment comptant. Donc, c'est pas chez nous qu'il y aurait quelque chose, mais ça surprend toujours tout le monde. Mais ce fameux Platts, hors élément exceptionnel, et on le vérifiera, je pense, sur le samplon par rapport au gasoil, a une variation qui suit vraiment les cours du baril, hors élément exceptionnel, encore une fois, c'est-à-dire que le gasoil, on est un peu déconnecté, et on verra si la baisse est durable, parce que là, on a effectivement perdu une quinzaine de dollars, on verra très certainement, rapidement, un effet à la pompe. Céline Moncenin ? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Non, mais puisque tous les automobilistes qui sont allés à la pompe aujourd'hui ont entendu que les prix du baril avaient rebaissé, oui, ils ont vu que ça avait monté très vite, ils s'attendent à ce que ça rebaisse très vite. Oui, alors je suis d'accord. Alors ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas des variations journalières, c'est plutôt des variations hebdomadaires qu'on sent véritablement à la pompe. Mais alors ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que en fait, le pétrole, il augmente depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que déjà depuis janvier, vous aviez une hausse tendancielle, on a pris, on va dire, 10 à 15 dollars. Donc en fait, il y a aussi ça qui se superpose. Alors même si bien sûr là on a un épiphénomène, en fait on était plutôt dans une tendance un peu haussière parce qu'on commençait à avoir une prime de risque liée à l'Iran. Et même avant que la guerre se déclenche, on avait déjà un début de prime de risque. Et puis forcément, Oui, Thierry ? Oui, 2 choses. D'abord, on voit bien sur le diesel que c'est la dernière cargaison de diesel qui fixe le prix, et c'est parce qu'elle vient de pays étrangers qu'elle
qu'elle a fait monter le prix du diesel, premièrement. Deuxièmement, je ne pense pas que ça va descendre si vite parce que le diesel vient de l'étranger et vous avez de plus en plus de pays qui raffinent, qui ont décidé d'interdire les exportations. La Chine, par exemple, vient de décider d'interdire les exportations. Donc, je ne suis pas sûr. Il peut y avoir des profits de guerre, ça a toujours existé. Mais sur ce cas-là, du diesel, je ne suis pas sûr que la baisse soit attendue dès la semaine prochaine. J'ai bien fait la distinction entre les... Oui. Et peut-être un exemple, justement, parce qu'on en a beaucoup parlé au moment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous aviez des pays, par exemple, comme l'Inde, qui importaient du pétrole que nous étions interdits d'importer puisqu'il venait de Russie, qui le raffinaient et qui nous le vendaient à prix élevé. Et donc, qui réalisaient une grosse marge puisqu'ils achetaient leur pétrole russe des côtés et puis ils raffinaient les produits. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on était un petit peu le dindon de la farce. En attendant que les prix baissent, il y a aussi ce que les États peuvent faire. Entre matières premières, taxes et coûts de distribution, le prix du carburant en France dépend de plusieurs variables et le gouvernement tente de juguler sa flambée avec peu de leviers pour agir dans un contexte budgétaire forcément contraint. Katia Gilder. La France est à la manœuvre, mais pas encore décidée à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole, l'option numéro 1. Nous avons souhaité travailler plus loin pour se préparer à toute éventualité. Nous avons demandé à l'Agence internationale de l'énergie de commencer à travailler sur des scénarios, d'actualiser évidemment ces données de stock et qu'on puisse éventuellement commencer à travailler sur des quantités qui pourraient être libérées. Une réponse dans le cadre du G7 et pas d'aide publique pour l'instant. C'est le choix du gouvernement. Mais le sujet s'est déjà invité dans le débat politique et chacun y va de sa solution. À gauche, certains veulent un blocage des prix de l'énergie. La députée LFI Aurélie Trouvé a déposé une proposition de loi pour appliquer cette mesure en cas de choc économique majeur. Ça permettrait de bloquer les prix au niveau auquel ils étaient avant ce qu'on observe là, qui sont en vérité des mécanismes de spéculation. Et c'est la seule solution qui permet de protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Geler les prix, pas question pour le Rassemblement national. Jordan Bardella propose, lui, de baisser les taxes sur le carburant et de passer la TVA de 20% à 5,5%. Au-delà des clivages politiques, certains plaident pour la distribution d'un chèque énergie aux plus modestes. Je suggère qu'il y ait une forme de chèque énergie, comme il y a eu un chèque bois, qui permettrait là de cibler les ménages les plus modestes qui ont besoin d'être accompagnés dans ce moment-là. Un coup de pouce direct aux ménages, soutenu par le député du camp présidentiel Marc Ferracci, ou encore par l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Bon, pour l'instant, le seul levier que la France a activé, c'est cette campagne de contrôle des prix. Est-ce vraiment utile, Céline Antonin ? Oui, en tout cas, moi je pense que ça a une vertu. Moi je crois dans les vertus du signal prix. Alors par exemple par rapport aux options de blocage des prix qu'on évoque, auxquelles moi je ne suis pas favorable, parce que je pense que le prix est un signal. C'est-à-dire que les consommateurs font leur choix dans un environnement où certains prix augmentent, d'autres diminuent et qui doivent se positionner par rapport à ça. Donc effectivement, dans ce contexte, je pense que d'assurer par contre une concurrence et d'assurer le prix le plus juste et une juste concurrence entre les producteurs et les distributeurs en l'occurrence, c'est une bonne chose. Donc, Thierry Brosse. Moi, je suis tout à fait pour le signal prix. Par contre, est-ce qu'on a besoin de contrôler ? Alors, soit on revient à l'URSS, et moi je veux bien, et donc on contrôle tout, soit on laisse le marché libre. Les prix sont libres. Et concurrentiel. Je ne vois pas trop l'intérêt d'envoyer X ministres, Y fonctionnaires faire quelque chose que le consommateur peut très bien faire. Le consommateur peut voter avec sa voiture. Enfin, il y a des mesures prises par Bruno Le Maire au moment du Covid sur la crise énergétique. Il ne sortait pas du Politburo, Bruno Le Maire, pour autant. Non, et puis on n'est pas obligé de contrôler par des ministres, c'est-à-dire qu'il y a une autorité de la concurrence qui doit contrôler les prix. Oui, mais là c'est de la mise en scène. Oui, on est d'accord, c'est de la mise en scène. Oui, tout à fait. Mais par contre, le fait qu'il y ait une autorité de la concurrence, une DGCCRF qui contrôle les prix, oui, ça je suis d'accord. C'est une bonne chose. Ça devrait se faire de façon. Bien voilà, sûr, ça n'a pas besoin d'être dit. D'être mise en scène. Alors, Michel-Édouard Leclerc, il critiquait ces contrôles en disant c'est pas là qu'il faut aller chercher, il faut aller en amont dans les raffineries, demander aux raffineurs pourquoi ils ont répercuté tout de suite cette inflation. Et puis il n'y a pas que les raffineurs, il y a aussi tous ces marchands de carburant présents sur le marché libre, c'est là qu'il faudrait aller contrôler. Il s'en prend à vous, Francis Pousse, Michel-Édouard Leclerc ? Non, là, il explique que c'est l'amont qu'il faut aller voir. Les raffineurs ? Puisque les différents grossistes sur le marché libre, ce sont des grossistes plus ou moins importants sur le territoire, qui ne dépendent pas forcément d'un pétrolier ou des grandes surfaces. Rappelons quand même que les grandes surfaces ont leur centrale d'achat, donc ils négocient en gros du prix du pétrole, enfin de l'essence ou du gasoil qu'ils achètent. Donc il y a peut-être aussi
chez eux à regarder quel est le prix auquel ils achètent le carburant. Parce que Bercy veut en fait aller vérifier lors de ses contrôles que les prix déclarés sur la plateforme prix-carburant.gouv.fr sont fidèles à ceux qu'on trouve à la pompe quand on est un automobiliste. Nous, on a regardé cet après-midi sur ce site et on constate que certaines stations en fait ne renseignent pas automatiquement leur prix. Si on prend l'exemple de la station soi-disant la moins chère en ce moment, qui serait à 1,60 € le litre, en fait, c'est un relevé qui date d'il y a 8 mois. Alors, donc, non mais pardon, c'est vraiment une expérience toute bête à faire. Et là, on est en plein Paris avec des coûts d'exploitation très importants. Le principe de renseignement des prix sur la plateforme prixcarburant.gouv.fr, c'est obligatoire pour toute station qui réalise plus de 500 mètres cubes annuels de vente. D'accord, mais comment vous expliquez alors qu'il y a certaines stations qui n'ont pas renseigné ce prix depuis 8 mois ? Je pense que, connaissant la situation un petit peu des stations parisiennes, leur volume... Ah, mais c'est pas à Paris, je crois même que c'était dans les Deux-Sèvres. Ou même ailleurs, leur volume est en déclin. Si elles tombent en dessous des 500 mètres cubes, 500 000 litres annuels, elle n'a plus l'obligation de déclarer ses prix. En revanche, effectivement, à partir du moment où on a l'obligation, je suis le premier et on a relancé nos adhérents sur le sujet, il faut mettre à jour et les prix et les ruptures, c'est aussi une obligation. Alors parmi les leviers, les pistes envisagées par l'exécutif, il y a donc ces fameux stocks stratégiques, aller puiser dans les stocks stratégiques. Céline Antonin, est-ce que c'est la solution ? Alors, je ne dirais pas que c'est la solution. Le fait de donner cette option, c'est quand même un moyen disons, pour les pays occidentaux, de dire qu'ils ont les moyens un peu de contrer, disons, une crise pétrolière. Mais alors, ça ne peut jamais durer très longtemps. C'est-à-dire que ça a déjà été fait lors de précédentes crises. Bon, je veux dire, ça ne peut avoir qu'un impact. Parce que les stocks stratégiques de la France, ça représente combien de jours de consommation ? Il y a une obligation, l'Agence internationale de l'énergie fixe à 90 jours le montant de jours de stock que chaque pays doit posséder, donc membre de l'Agence internationale de l'énergie. Je vous dis, c'est plutôt le signal que ça peut envoyer, mais par contre, il est évident que si on a un détroit qui est bloqué pendant plusieurs mois, ça va... 3 mois, ça ne suffira pas, enfin 90 jours. Thierry Brosse, à qui ils appartiennent ces stocks stratégiques ? Alors ça dépend les pays, certains ils appartiennent à la puissance publique, certains ils appartiennent à des opérateurs. Et c'est 90 jours d'importation nette, effectivement, minimum. En France, ça appartient à l'État ? Non. C'est une opérateur. Oui. Voilà. C'est géré par la sagesse. Voilà. Géré par la sagesse, c'est joliment dit. C'est beau. mais ces stocks stratégiques, il faut quand même expliquer que ce sont des stocks tournants. Ce sont les opérateurs qui ont l'obligation de garder X% dans leur cuve. Donc quand vous dites les opérateurs, c'est les grands groupes pétroliers. Voilà, ou les indépendants dont on parlait tout à l'heure, les grossistes indépendants. Et dans les dépôts, ils doivent garder une proportion de carburant bloqué qu'ils ne peuvent pas vendre. D'accord ? Mais ce carburant, il est remplacé jour après jour par du carburant au nouveau prix. Donc, on ne va pas chercher un diesel qu'on a stocké alors que le baril était à 20 $ pendant le Covid pour le mettre sur le marché. C'est la question que j'allais poser à Thierry Brosse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qui peut décider de les débloquer et que se passe-t-il quand on les débloque, on les vend à quel prix ces stocks stratégiques ? Alors d'abord, ces 90 jours d'importation nette, c'était essentiellement du brut et aux États-Unis ce n'est que du brut, c'est dans des cavernes en Louisiane. Pour les Européens, on a été pour une fois malin, on a décidé qu'on allait faire et du brut et des produits pétroliers. Et ça, effectivement, ça pourrait nous servir aujourd'hui. Donc effectivement, et vous avez raison, quand c'est des produits pétroliers, il faut faire tourner le stock puisque vos produits pétroliers ne restent pas identiques, ils se dégradent avec le temps. Donc vous êtes obligé de faire... Oui, du coup, ça devient du vieux gasoil avec du dépôt au fond. Mais le pétrole, lui, il est là depuis, pour certains, depuis 1973, depuis qu'on a mis ça en place. Pour ce qui a la main, eh bien, ce n'est pas la France. C'est l'Agence internationale de l'énergie, puisque ce qu'on a fait dans les années 73, après le choc pétrolier, c'est de se dire qu'on allait faire une assurance collective, et donc on allait tous, chacun mettre 90 jours nets d'importation, et si on voyait qu'il y avait un problème, on allait tous décider ensemble de remettre une partie de ces stocks sur le marché. Mais ça ne peut pas être une décision souveraine, ça peut pas être une décision nationale. C'est une décision souveraine que si vous avez plus de 90 jours. C'est une décision souveraine, qui n'est pas le cas de la France. Alors la France, on a un tout petit peu plus, mais c'est très faible. Le Japon, par exemple, a 180 jours. Donc le Japon a une décision souveraine. Les États-Unis, c'est souverain, puisque tout leur appartient. Je voudrais qu'on avance sur les autres pistes. Céline Antonin, vous me disiez, vous, la baisse des taxes que réclame notamment le Rassemblement national et Jordan Bardella, vous n'y êtes pas favorable.
Disons que la baisse des taxes, bon, c'est vrai qu'à chaque crise pétrolière, on voit Je rappelle qu'un litre d'essence, il y a 60% de taxes sur un litre. C'est vrai qu'il y a une vraie question, puisque effectivement, quand vous payez un litre d'essence, en termes de fiscalité, vous avez la TICPE, donc la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, qui a un droit d'accise, qui fait à peu près 60 centimes. Sur le gasoil, 67 sur l'essence. Voilà, exactement. Et ensuite, vous avez la TVA à 20% qui va s'appliquer sur le prix hors taxe et sur ce droit d'accise. Et donc, vous avez même une taxe sur la taxe, puisque vous avez aussi une TVA sur ce droit d'accise. Donc, au total, vous le dites, ça fait à peu près 60%. C'est beaucoup. Et en même temps, la France a fait aussi ce choix parce qu'on est dans une perspective de transition énergétique. C'est l'idée de rendre l'énergie la moins carbonée possible et d'aller vers une transition énergétique le plus possible. Le commissaire européen à l'énergie a recommandé cet après-midi aux États qui en ont les moyens de baisser les taxes sur l'énergie, en particulier sur l'électricité, pour compenser la hausse de l'essence. C'est faisable ça? Et ça a du sens? Alors moi, ce qui me semble en plus compliqué, c'est que par exemple, si on parle de taxes, tout ça est régi, par exemple, la TVA, vous ne pouvez pas la baisser comme ça. C'est-à-dire que c'est une TVA à 20% qui s'applique à taux normal, parce que la TVA à taux réduit ne s'applique que pour des produits de première nécessité et dont, a priori, les carburants ne font pas partie. Donc, donc de toute façon, pour moi, c'est un choix qui doit être pris déjà à l'échelle européenne. Je pense que c'est compliqué d'avoir une décision totalement... Pour l'instant, c'est une recommandation du commissaire européen. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des mesures dans ce sens, mais je vous dis, en même temps, ça reviendrait aussi à dire que quelque part la transition passe au deuxième Thierry plan. Brosse. Oui, alors la taxation, c'est souverain. Pour le pétrole, l'État a décidé que c'était à 60%, et donc c'est un produit de luxe. Très bien. Donc ça, c'est une décision. On ne peut pas tous les jours changer. Donc moi, je suis d'accord, c'est un signal prix. Par contre, sur l'électricité, oui, c'est un bien de première nécessité. Ça ferait longtemps qu'on aurait pu mettre ça à 5,5%. Donc, mais effectivement, l'État français ne peut plus. L'État français n'a plus d'argent. C'est ça le problème. L'État français, et s'il fait ça, il va voir sa note encore chuter, le coût de la dette encore augmenter, etc. Soit l'État français essaye de remettre... Pardon ? Les contribuables aussi, si vous allez... Ce que se disent aussi les automobilistes aujourd'hui, c'est que qui profite de la hausse, les premiers à en profiter, c'est les caisses de l'État, en fait. l'État, oui. Pour la partie TVA. Oui, pour la partie oui, TVA. pour la partie TVA, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous avez de l'inflation énergétique, de manière générale, ça a quand même un impact aussi sur la croissance, puisque par exemple, vous avez 10% de hausse du prix du baril, ça vous fait en moyenne, on va dire, 1 point de croissance en moins. Et donc, ça veut dire moins de recettes pour l'État, et puis vous allez avoir de l'inflation, donc il va falloir indexer les salaires, il va falloir indexer les minima sociaux, donc c'est pas une opération qui est forcément très gagnante pour l'État non plus. Si vous prenez tout en même temps, bien sûr, la TVA... Et puis par ailleurs, le problème d'une baisse de taxes, c'est que ça va concerner tout le monde et pas forcément les moins aisés. Il y a aussi... En 2022, la remise à la pompe, c'est 8 milliards. 7 milliards et demi. Oui, allez, 7 milliards et demi. Moi, je suis à 500 millions près, Francis Pousse. Ça a coûté 7 milliards et demi aux finances publiques. Ça. Pour une mesure qui n'était pas ciblée et qui, en fait, effectivement, vous le disiez. Alors, en plus, il n'y a pas qu'une question de richesse pour la question de... Là, en l'occurrence, c'est vraiment une question aussi ruraux, urbains, ménages contraints versus ménages non contraints. À la limite, c'est plus cette question-là que la question de la richesse elle-même, parce qu'en fait, les minima sociaux, par exemple, sont indexés. Donc, en termes d'inflation, les ménages qui, par exemple, touchent un minimum social vont voir, effectivement, ce minima indexé, alors que ce n'est pas le cas pour des ménages de la classe moyenne. Et puis, si vous roulez à l'essence et qu'en plus vous vous chauffez au gaz, c'est la double peine ce soir. Fanny Guinochet, on parle beaucoup des prix du pétrole, mais le cours du gaz a littéralement flambé. 75%. La hausse du cours du gaz est montée jusqu'à 75% ces derniers jours, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Pour vous donner un ordre d'idée, les cours du gaz pour une livraison en avril 2026 sont passés de 32 € le mégawattheure le 27 février, ça c'était juste avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, à 56 € lundi. Alors c'est redescendu un peu depuis parce que les cours du gaz sont indexés suivent ceux du pétrole. Vous voyez toutefois qu'on est très très loin de ce qu'on a connu en 2022, juste après le début de la guerre en Ukraine. Alors c'est vrai que la flambée actuelle, elle est notamment due à l'arrêt de la production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, qui est transporté par navire et qui passe par le Qatar et qui pèse 20% du marché mondial. Alors, je le disais, c'est que quand même, on a vu aujourd'hui, exactement comme le prix du pétrole, un reflux. Alors, est-ce que c'est la parole de Donald Trump? Est-ce que c'est la réunion qui dit qu'on pourrait piocher dans les réserves stratégiques? C'est certainement, comme vous le disiez, une combinaison de ces éléments. Mais par exemple, ce
matin, en quelques heures, on perdait 15 à 20% du prix. Mais les marchés restent quand même ultra fébriles. Et oui, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de visibilité, ça fait le yo-yo. En attendant, 10 millions de Français, de foyers sont abonnés au gaz. Alors, il y a ceux qui vont avoir la hausse et ceux qui ne l'auront pas. Alors, je vous explique, 40% des Français ont des contrats qui sont des abonnements à taux fixe. Ils doivent être contents de les avoir ce soir. Exactement. Quel que soit le niveau, les yo-yo que feront le cours, le prix ne changera pas pour eux. En revanche, 60% ont des abonnements avec des coûts variables. Alors là, eh bien, il faut espérer que la baisse des prix du gaz, des cours du gaz, continue, se prolonge. Alors, vous le verrez certainement sur la facture du mois de mai. Alors, l'autre bonne nouvelle, quand même, entre guillemets, c'est qu'on est en sortie de l'hiver, il fait plutôt doux et que donc, il y a moins de demandes sur le gaz. Avec un hiver qui a été plus dur que celui d'avant et un niveau de gaz qui est inférieur à ce que était l'hiver dernier. Et on pourrait attendre un peu pour remplir nos réserves, mais si on commence après le mois de juin, ça va être compliqué. C'est peut-être ce que vont faire ceux qui sont au fioul, mais les stocks à venir, c'est pour les stocks à venir que ça va être compliqué. Voilà, c'est justement le souci qui arrive, c'est la question des stocks, parce que certes, c'est bien maintenant, mais il faut penser à l'hiver prochain, faire des réserves, et que là, eh bien, tout va dépendre des prix. Alors même si on le voit sur le gaz, certes, je le disais, la zone concernée est importante pour le GNL, mais il se pose aussi la question, un peu comme pour le pétrole, est-ce que du côté, on va se tourner vers le gaz russe, lever quelques sanctions pour fluidifier le marché et permettre qu'il y ait un peu plus de gaz qui soit présent sur le marché? C'est un vrai sujet. Oui. Mais peut-être que sur le gaz, quand même, il faut rajouter un élément, c'est que sur le pétrole, nos prédécesseurs avaient imaginé les stocks stratégiques. C'est ce qui permet de faire peut-être trouver une solution. Sur le gaz, quand même, on peut dire que les législateurs européens, français et autres n'ont rien fait depuis 15 ans. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de stock stratégique de gaz. On n'a rien fait. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, où on s'est retrouvés on est ultra dépendant. Sans gaz, hyper dépendant. Et on est aujourd'hui exactement dans la même situation 5 ans après. Donc on peut dire qu'au niveau européen, on n'a pas fait grand-chose au niveau On travail. a juste changé quand même nos importations. Pas par choix, par obligation. Par choix, par nécessité. Et on est aussi sur un marché qui est très tendu parce qu'on s'est privé en plus, assez rapidement, on a essayé de réduire beaucoup nos approvisionnements de Russie. Donc on a développé le GNL et c'est vrai que c'est aussi une contrepartie qui fait qu'on est un peu sur le fil du rasoir. Donc toute rupture d'approvisionnement est assez coûteuse. Eh bien merci à tous les trois d'être venus en parler aussi simplement ce soir dans Chaque Voix compte. On aura forcément l'occasion de s'en reparler dans les prochains jours, n'est-ce pas? Dans un instant, toute autre chose, on va reparler des inondations historiques du mois de février. Qui va payer la facture? Là aussi, on parle d'argent, désolé. On en débat avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est Quelle Histoire? Et c'est Olivier Ravanello. Alors Olivier, Donald Trump tourne depuis quelques jours autour de l'idée d'un arrêt prochain de son opération militaire en Iran. Le conflit est bientôt fini, a-t-il dit il y a quelques heures. Sauf que côté israélien, le son de cloche n'est pas exactement le même. La campagne, d'après Benjamin Netanyahou, devrait durer encore 3 ou 4 semaines. Comment expliquer cette dichotomie ? Les buts de guerre ne sont pas les mêmes, le rapport à la guerre n'est pas le même entre les deux pays, et parce que le récit de la guerre n'est vraiment pas du tout le même. La Maison-Blanche s'inspire fondamentalement des récits et des scénarios que vous pouvez trouver dans les jeux vidéo, et on l'a vu sur les premières images qui ont été postées sur les réseaux sociaux de la Maison-Blanche. Des jeux vidéo qui aujourd'hui ont un impact beaucoup plus important que le cinéma. Le jeu le plus populaire, Call of Duty, a été vendu à 500 millions d'exemplaires dans le monde. Quand vous imaginez le temps passé, qui se compte parfois en jours, en semaines, voire en mois pour certains joueurs, vous imaginez l'impact que ça a sur les esprits. Et c'est donc assez logiquement que la Maison-Blanche utilise ces scénarios. Regardez une vidéo qui a été postée il y a quelques jours seulement. Vous le voyez, les images réelles de bombardement sont mélangées avec celles du jeu.
la musique que vous entendez derrière moi aussi est la musique originale du jeu. C'est pas vous qui l'avez ajoutée cette musique, c'est la Maison Blanche. Qui est rajoutée ni par moi ni par la Maison Blanche, c'est celle du jeu. Au fond, ce que ça donne comme image, c'est que la guerre est relativement déshumanisée, il n'y a pas de victimes, c'est pour l'essentiel du matériel qui explose et de grandes gerbes de feu. Ce qui montre aussi une autre approche de cette guerre, c'est cette image arrêtée qu'on a soulignée. Vous voyez l'utilisation de la MGB dans le jeu. La MGB, c'est la bombe massive guidée qui, dans le jeu Call of Duty, est proposée au joueur une fois qu'il a traversé toutes les épreuves, remporté tous les tableaux. Il a le droit de l'utiliser. C'est une sorte de récompense, la bombe absolue qui va régler tout le problème et qui fait qu'à la fin, il gagne. C'est exactement le récit que nous a fait Trump en juin, où en disant qu'après avoir utilisé 14 bombes hyper puissante, il avait complètement réduit à néant le dispositif nucléaire iranien. On sait ce qu'en était la réalité. Vous pensez que ça façonne vraiment les esprits ? Des scientifiques bien plus intelligents que moi, évidemment, aux États-Unis, travaillent sur ce sujet. À partir des années 2000, le Pentagone s'est rapproché des industries du jeu et du cinéma à Hollywood. Des studios ont été créés. Ils ont alimenté les scénaristes de ces jeux en quantité de détails techniques très précis sur la géographie des zones de guerre, sur les armes utilisées, sur les tactiques, sur les stratégies utilisées par les militaires, ce qui font que ces jeux vidéo sont d'un réalisme absolument incroyable. Certains chercheurs pensent même qu'il y a une forme aujourd'hui de complexe militaro-entertainment, c'est-à-dire que progressivement, des esprits commencent à être façonnés. Là où le cinéma, il y a eu énormément de films de guerre, mais vous voyez les héros qui étaient confrontés à la guerre, à sa dureté, à la souffrance, et ça mettait en avant les qualités de courage, d'abnégation de ces héros. Là, dans cette nouvelle esthétique de la guerre, tout est beau, tout est magnifié. En quelque sorte, la guerre, ça devient cool. Et sur l'Iran, est-ce que ça a un effet, cette communication ? En tout cas, il y a là aussi une volonté de rapprochement. Dans le jeu Battlefield 3, qui a été vendu, excusez du peu, à 10 millions d'exemplaires, le scénario, c'est d'aller en Iran pour détruire les sites nucléaires iraniens avec des bombardements qui partent de porte-avions, des chasseurs bombardiers qui pilonnent le pays. Ce jeu-là, il a été mis en vente il y a une quinzaine d'années. Donc ça fait 15 ans que des millions de personnes jouent à ce jeu, connaissent tous les détails stratégiques de ce qui se passe et des enjeux stratégiques de ce qui se passe en Iran. En fait, vous n'avez pas besoin de faire de discours politique pour expliquer pourquoi vous faites la guerre en Iran. C'est dans l'esprit de tout le monde depuis 15 ans. Game over. Merci Olivier. On passe à la question qui fâche. Figurez-vous que dans toute cette actualité, nous avons trouvé une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors ne boudons pas notre plaisir. Les pluies du mois de février ont entraîné une recharge exceptionnelle des nappes phréatiques en France. C'est ce que vient d'annoncer le Bureau de recherche géologique et minière là, cet après-midi. La situation des nappes phréatiques est excédentaire sur les 3/4 du pays. Faut dire que c'est vrai que la France a connu un mois de février le plus pluvieux depuis 1959, avec le défilé de toutes ces tempêtes et ces crues historiques sur la moitié ouest. Et on voulait savoir ce soir ce que devenaient les communes sinistrées maintenant que l'eau et les caméras se sont retirées. Illustration ce soir à Malétroit, commune de 2500 habitants dans le Morbihan, inondée pendant plus d'un mois. C'est un reportage signé Martin Bornet et Eva Billon. Vue du ciel, voici à quoi ressemblait la commune de Malétroit pendant un mois. Des terres inondées, complètement submergées par les eaux. Depuis quelques jours, Loust a retrouvé son lit. Mais pour les habitants, le calvaire n'est pas fini. Vous voyez, c'est resté boueux. Il va falloir que je fasse nettoyer tout ça. Denise vit en bord de rivière. Presque chaque année, sa cave se retrouve sous l'eau, mais cette fois, la crue est inédite. L'eau est allée jusque-là, et puis elle est descendue très vite. Donc ça n'a pas fait trop de dégâts. Après, 15 jours après, elle est revenue plus haut, mais là, elle a mis beaucoup de temps à descendre et elle a laissé plus de saleté. C'est resté 7 semaines, c'est rouillé, je ne peux plus ouvrir la porte et je ne peux plus aérer parce que les vasistas qui aéraient sont fermés. Des dizaines de maisons inondées, d'expertises en cours dans les habitations, mais aussi à l'extérieur, avec des routes détruites. Avec le courant des inondations, en fait, ce parking il s'est complètement creusé jusqu'à 50 cm par endroit.
Les équipes de la mairie enchaînent les diagnostics avec les entreprises pour chiffrer les coûts. Déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a un délai de latence en fait sur les dégâts qu'on peut avoir sur les inondations. Parce que voilà, on a des routes qui aujourd'hui semblent être en état. Mais on sait que sur les prochaines semaines, les prochains mois, quand la terre en dessous va sécher, on va avoir des phénomènes de fissuration de ces routes-là. Un coût énorme pour cette petite commune de 2500 habitants. Avec un budget de 3 millions d'euros, impossible de supporter ces dépenses. Alors la mairie attend d'être reconnue en état de catastrophe naturelle. Comme cet agriculteur, sa ferme a été encerclée par les eaux. 55 brebis ont dû être déplacées. Les pompiers arrivaient avec la barque, on en mettait 6 par barque. Et les conséquences sont terribles pour ces bêtes et son activité. On a des pertes économiques parce que du coup on a plus de mortalité. On voit déjà, tous les annulages n'ont pas été faits, mais on a déjà plus de pertes que les autres années. On n'a pas de laine à valoriser alors qu'on comptait la valoriser. Pour l'heure, Romain Vince n'a aucune prise en charge des assurances. Il envisage même de faire appel à un financement participatif. On n'est qu'avec des dépenses alors qu'on n'a pas de rentrée. Alors que si on est catastrophe naturelle, on arriverait à avoir déjà rien que d'indemniser les personnes qui sont venues nous aider au pied levé pour transporter les bêtes. La région Bretagne estime à 225 000 € le montant des dommages dans le secteur de Malétroit. Alors la question qui fâche, la voici. Qui va payer la note et comment notamment les petites communes peuvent-elles s'en sortir ? Et cette question, nous la posons ce soir à Benoît Biteau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Député écologiste de Charente-Maritime. Merci d'être là aux côtés d'Amandine Richaud-Cramp. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en environnement et urbaniste. Merci d'être là. Et Olivier Moustakakis, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. le directeur général d'Assurland. Vous êtes vous-même assureur. Benoît Biteau, ce qu'on vient de voir là à Malétroit, vous, il se trouve que vous êtes député de Charente-Maritime. Ça a été un des départements les plus touchés par ces crues. Je crois que vous êtes resté pendant 10 jours en vigilance rouge aux crues, ce qui est absolument exceptionnel. Quelle est la situation aujourd'hui des sinistrés, et on pense notamment à ceux de Saintes? Ils sont un peu dans la même situation que cette dame, c'est-à-dire que là aujourd'hui l'eau recule, l'eau retourne dans le lit de la Charente et on retrouve son logement dévasté par une durée d'inondation qui a été très longue. Et donc on a les meubles, on a les aménagements, les cloisons, tout est imbibé d'eau et donc les dégâts sont effectivement assez incroyables. La mairie de Saintes a lancé hier un appel à l'aide pour héberger des familles sinistrées qui n'ont toujours pas regagné leur logement aujourd'hui. Il faut les héberger pendant 6 mois, le temps de remettre leur maison en état. 6 mois ? Oui, parce que là, on va mobiliser des artisans qui sont à l'os parce qu'ils sont sollicités de partout. Donc là, on est sur une zone géographique où des inondations, il y en a eu partout. Et donc, tous les artisans ont un carnet de commandes extrêmement important. Il y a aussi les experts d'assurance qui doivent venir vérifier et constater les dégâts. Et tout ça allonge le calendrier. Et donc, effectivement, avant que certains logements, même si l'eau a quitté le logement, redeviennent à nouveau habitable, il faudra un certain délai. Olivier Moustakakis, vous qui êtes assureur, d'abord, est-ce que les assureurs sont aujourd'hui capables de chiffrer le coût global des inondations de février? Est-ce que vous avez un chiffre arrêté aujourd'hui? Alors, il y a eu quelques communications aujourd'hui sur les inondations qui ont eu lieu. On est un peu en dessous des 300 millions d'euros de dégâts. Pour vous donner un comparable, les inondations qui avaient touché le nord de la France, qui s'étaient échelonnées sur 2 années, il y avait eu plusieurs mois d'inondations, on avait eu un chiffrage à 450 à peu près millions d'euros. Ce sont des sommes importantes qui sont paradoxalement pas si importantes que ça quand on les compare à d'autres risques. Typiquement, le risque sécheresse, aujourd'hui, c'est en gros 1 milliard d'euros par an. Dans ces 300 millions, il y a quoi? Comment se découpe ce chiffre? Alors, c'est toutes les habitations qui ont été sinistrées, donc il y a eu déjà des expertises qui ont été diligentées. Alors, on peut faire des expertises aussi à distance. Tout dépend de la nature du dommage et de l'importance des dommages. L'expert n'est pas obligé de se déplacer sur site. Alors, il faut attendre que l'eau se retire, bien évidemment. Mais on peut faire des télé-expertises à distance. Donc, c'est un premier chiffrage qui a été communiqué, je crois, par France Assureur et la CCR. Il y a, vous le disiez, des experts qui se déplacent ou non, mais combien d'experts sont encore aujourd'hui mobilisés? Parce que je lisais cet après-midi qu'en Gironde, certains sinistrés attendent encore les experts. Ah oui, le vrai sujet sur les inondations, c'est qu'il faut attendre que l'eau soit entièrement retirée.
pour pouvoir intervenir. Parce que tant qu'il y a de l'eau, malheureusement, il n'y a pas de chiffrage possible. Et après, en effet, vu l'importance des habitations ou le nombre des habitations qui ont été touchées, même si les assureurs ont déjà préempté certains experts pour les faire intervenir, malheureusement, les journées ne font que 7 heures pour pouvoir faire les expertises. Donc, en effet, il y a des délais qui se rallongent. Amandine Richaud-Cambre, quand on a parlé de ces inondations au mois de février, on notait leur intensité, mais surtout leur durée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont restées dans l'eau pendant plusieurs semaines. Ça provoque quel genre de dégâts 3 semaines plus tard, aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a les dégâts, ce qu'on voit à la télévision, on voit l'eau qui monte, mais une fois qu'elle est repartie ? Une fois qu'elle est repartie, c'est la lente des crues et c'est aussi le raclage qu'il va y avoir nécessaire parce qu'il y a l'eau, mais il y a aussi les boues qui sont déposées, il y a aussi les débris qui sont déposés. Et comme on l'a vu dans le reportage, on va avoir surtout les effets quand ce sera plus sec, où il va y avoir de la dilatation et rétractage des sols. Et là, on va avoir apparaître des fissures ou dans les bâtiments. Alors là, ça parlait des routes dans le reportage, mais on va avoir aussi un problème sur les infrastructures des bâtiments, pas uniquement des habitations, mais aussi toutes les zones en fait commerciales, d'entreprises et autres qui sont extrêmement touchées puisque sont la plupart du temps dans des zones inondables. Et ces dégâts à retardement, ils sont indemnisés ensuite ? Enfin, comment ça se passe ? Je lisais cet après-midi des habitants de Saintes qui disaient en fait, là, on ne fait pas de travaux parce que de toute façon, c'est en train de pourrir. Ça, c'est une question qui est aussi de est-ce qu'on peut continuer à habiter certaines zones ? Et là, c'est un autre coût qui va être des coûts de préemption, des coûts de déplacement et autres. Vous avez notamment, monsieur parlait des inondations qu'il y avait eu dans le Nord, donc dans la vallée de l'Aa. Il y a des habitants, 1 an et demi plus tard, qui ne pourront toujours pas et qui ne vont pas regagner leur habitation puisque les bâtiments sont à risque en fait aujourd'hui. Donc on se retrouve avec... À risque de s'effondrer à cause de l'humidité dans les murs ? Oui, entre autres. Et surtout, il y a des risques aussi de répétition d'inondations. Donc ça ne sèche jamais. C'est incessant en fait. Saintes, c'est régulier ce type d'inondation. Et ça, c'est une problématique qui est notamment liée au changement climatique. Là, on a eu un événement particulièrement important lié aussi aux chaleurs qu'il y a pu avoir. On compte quand même qu'il y a 10% de l'eau, des précipitations qui viennent du réchauffement climatique aujourd'hui. Ça a été calculé par Météo France. Et vous avez les problèmes d'aménagement du territoire, mais on en parlera certainement après. Benoît Biteau, de nombreux maires de l'Ouest reprochent à l'État de leur avoir confié en fait la gestion des digues depuis 2024 en échange d'un pouvoir de lever un nouvel impôt qui s'appelle la taxe Gemapi. C'est 40 €, je crois, par an et par habitant pour financer ces digues. Est-ce que l'État doit récupérer cette gestion des digues et ne pas la laisser à des communes, enfin à des intercommunalités en l'occurrence qui sont à l'os ? C'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la compétence Gemapi a été confiée en général aux établissements publics de coopération intercommunale, les communautés de communes. Ils peuvent lever l'impôt. Il y a une taxe Gemapi qui est plafonnée à 40 €, vous avez raison, mais qui ne suffit pas. C'est-à-dire que, et j'en profite puisque Amandine m'a tendu la perche, on a un vrai sujet d'aménagement du territoire. Et là, l'État ne pourra pas s'exonérer. C'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis plusieurs décennies, y compris sur les zones agricoles, on a toujours aménagé le territoire pour que l'eau parte toujours plus vite à la mer. Et donc, on a arraché les arbres, arraché les haies. On a recalibré les cours d'eau pour en faire des autoroutes de l'eau. Et on remplit toujours plus vite le tuyau pour expédier l'eau toujours plus vite. Et à un moment donné, ça déborde. C'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le mouvement exact inverse de celui qu'on a fait depuis 40 ou 50 ans, et savoir accueillir, a fortiori sur fond de dérèglement climatique, accueillir l'eau quand elle est en abondance, comme en ce moment, la retenir, la ralentir, la laisser s'infiltrer, recharger les nappes. Et c'est une information importante que de dire que quand on sait retenir l'eau, les nappes se rechargent, plutôt que de vouloir toujours l'expédier au plus vite et toujours penser que c'est des solutions technosolutionnistes comme faire des méga-bassines pour collecter l'eau quand elle est en excès, pour les mettre dans des bâches. Le meilleur stockage, c'est l'eau souterraine. Et donc, il va falloir que l'État reprenne la main, parce que ce n'est pas la taxe Gemapi qui va permettre aux collectivités de réaménager le territoire. Il faut qu'on repense les sujets bassin versant par bassin versant, qu'on retrouve des zones d'épandage de crues. Et il y a une subtilité de vocabulaire, et moi, j'y suis très attaché. Une crue, c'est une très, très bonne nouvelle.
parce que c'est ce qui recharge les nappes, parce que c'est ce qui ramène de la fertilité au sol, parce qu'on a besoin de cette eau pour les milieux aquatiques, pour la biodiversité. C'est quand on ne sait pas accueillir les crues qu'on bascule sur les inondations qui, elles, sont des très mauvaises situations parce qu'elles impactent les zones aménagées, les zones habitées, les zones aménagées en zones artisanales, zones commerciales. Là, c'est désastreux. Et ce qu'on doit faire, c'est savoir accueillir les crues pour éviter les inondations. Et si on sait faire ça, on saura aussi mieux gérer la sécheresse. Parce que inondation et sécheresse sont les deux faces de la même pièce en vérité. Et donc si on sait accueillir l'eau quand elle est abondante, a fortiori dans un contexte de dérèglement climatique où le régime pluviométrique est extrêmement perturbé, qu'on sait recharger les nappes parce qu'on aura su accueillir les crues qui ne deviennent pas des inondations, on saura aussi mieux gérer les situations de sécheresse qui coûtent énormément cher aux assureurs parce que la sécheresse, ça coûte beaucoup plus cher que l'inondation. Quand ça coûte cher aux assureurs, ça finit par coûter cher aux assurés surtout. Non, et puis c'est surtout la récurrence. C'est ce que disait Amandine, c'est-à-dire que la récurrence, à Saintes, on a des crues centenales tous les 10 ans. Donc c'est plus des crues centenales. C'est ça. Amandine Richaud-Cambre, est-ce qu'on est en pleine campagne des municipales? C'est un enjeu aussi pour les élus locaux. Est-ce que vous avez l'impression dans les débats auxquels vous pouvez assister qu'on s'est vraiment emparé de cette question sérieusement? On parlait tout à l'heure des zones qui deviennent inhabitables. C'est plus largement, en fait, on voit que même si au niveau local, la question écologique et environnementale est traitée, elle ne l'est dans tous les cas pas assez. Et pas assez sur les questions de dérèglement climatique. Et là, sur les inondations, c'est plus large encore puisque c'est des compétences qui sont multiples. Donc, c'est des compétences de bassin versant, c'est des compétences de syndicats d'eau, mixtes, c'est vraiment très large. Et malheureusement, en fait, c'est une politique globale qu'il faut avoir. On ne peut pas dire on va régler ce problème des inondations parce que ce n'est pas comme ça qu'on va le régler. Il faut régler le problème de l'aménagement du territoire. Il faut régler le problème aussi de la fiscalité territoriale qui entraîne justement l'expansion des villes et l'étalement urbain. Et il faut traiter le problème des ZAN aussi, donc des zones à zéro artificialisation nette où on travaille sur ça. Il y a plein de choses à traiter pour pouvoir avoir une solution globale. C'est plein d'ajouts, mais on ne peut pas dire que quelqu'un aujourd'hui ou dans les programmes municipaux, il y a aujourd'hui je vais arrêter les inondations. De toute façon, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose de vraiment plus large. Olivier Moustakakis, on est seulement au mois de mars. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des tarifs des assurances dans les prochains mois ou en janvier 2027 du fait de ces seules inondations de l'Ouest de février? Malheureusement, la réponse est oui. On est sur une phase inflationniste des tarifs. Il y a deux régionalisations qui se côtoient, votre assurance classique, et derrière le régime légal des catastrophes naturelles. CatNat. Des CatNat, le fameux régime CatNat. Il y a une surprime qui est prélevée sur nos contrats d'assurance, et ça c'est l'État qui légifère là-dessus, qui est passé de 12 à 20% d'ailleurs sur nos contrats d'assurance habitation au 1er janvier 2025. Donc ça cumulé, plus la hausse naturelle malheureusement vu la sinistralité de votre cotisation d'assurance, ça fait un niveau d'augmentation qui devient intolérable, clairement. Le vrai sujet de fond, parce que là, on voit que ces phénomènes sont de plus en plus fréquents. Oui. L'assurance, c'est pour couvrir un aléa. C'est de moins en moins aléatoire, parce que c'est prévisible. On sait que ça va arriver, on sait quelles zones vont être touchées. Donc le vrai sujet, et c'est ce qui change aussi le métier des assureurs, c'est qu'ils interviennent de plus en plus en amont sur la prévention. Parce que pour un assureur, l'assurabilité d'une zone, c'est important. On ne peut pas dire demain à l'assurance, vous allez perdre 20% du territoire qui sera plus assurable. Il y a des communes aujourd'hui, il y a des zones qui n'arrivent plus à s'assurer quand même. Il y a des assureurs qui ne veulent plus. Pas pour les mêmes raisons, c'est pour d'autres raisons. Parce qu'il y a eu une bataille de marché dans les années 2010 où il y a des assureurs qui ont sous-tarifé les communes pour prendre des parts de marché. Donc ils n'ont pas pratiqué le tarif qu'il fallait pratiquer. Et donc ils se seront retrouvés 10 ans après contraints de résilier ou d'augmenter de manière très importante, si vous voulez, leurs primes. Donc on est sur un contexte un petit peu différent. Mais le vrai sujet, c'est qu'il va falloir, pour préserver les zones et pour qu'elles soient assurables, parce que l'assureur a besoin de matière assurable, s'il perd 20% d'assurabilité sur un territoire, ça lui fait du chiffre d'affaires en moins. Donc les assureurs interviennent de plus en plus en matière de prévention. Donc ils ont défini des cartographies ultra précises des zones, sur à quelles zones, quels risques sont présents dans telle zone, etc. Ils communiquent avec les pouvoirs publics pour mettre en place des mesures de prévention. Donc c'est tout ce travail-là en amont qu'il faut faire. Et l'État a une vraie responsabilité, puisqu'il a fait un hold-up sur le fonds Barnier, qui est un fonds de prévention à partir de 2021, et il le plafonne, puisque l'État est un pécunieux, il est budgétisé depuis 2021. Donc là où aujourd'hui, il devrait avoir un abondement de près de 500 millions,
il est à 200, 300 millions. C'est suite à un certain nombre de catastrophes aussi. Hein. Oui. C'est suite notamment aux catastrophes de la Roya qui ont coûté des millions et il y a eu une refonte Mais à de ce l'époque, il était géré par les assureurs. Tout à fait. Donc il n'était pas plafonné. Depuis qu'il est budgétisé, il est voté chaque année et puis à la baisse. Et d'ailleurs, il y a des analogies avec les mutuelles de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mutuelles de santé disent il y a certaines maladies qui coûtent horriblement cher à soigner et qui se posent la question de s'impliquer dans les approches de prévention, d'anticipation, notamment les mutuelles qui ont été confrontées à l'amiante, par exemple, et qui disent, par exemple avec les pesticides, si on ne fait rien, on ne saura pas tenir. Et Monsieur Lecornu, pour revenir sur les inondations, qui dans son plan d'urgence pour l'agriculture est en train de vouloir mettre des solutions technosolutionnistes, alors que la réponse, c'est replanter des arbres, replanter des haies, c'est reméandrer les cours d'eau, recréer des zones humides qui accueillent les crues, il fait complètement fausse route. Complètement fausse route. Merci à tous les trois. Restez là parce que tout de suite, on est à 5 jours du premier tour des élections municipales. C'est Journal de campagne et c'est avec Marco Pommier. Bonsoir Marco. Dans le journal de campagne ce soir, on commence par la France Insoumise qui fixe ses conditions pour des alliances à gauche pour le second tour des municipales. Oui, on est déjà dans le second tour. Oui, parce que la formation de Jean-Luc Mélenchon part souvent seule dans la majorité des villes. Hier soir, en meeting à Paris, le leader des Insoumis a dit non au désistement. À la place, il propose 2 alternatives, soit des accords programmatiques avec d'autres listes à gauche, soit un accord technique avec les formations de gauche pour barrer la route à la droite ou à l'extrême droite. Écoutez. On fait une seule liste, on se partage à la proportionnelle les postes. Celui qui est devant reste devant, celui qui est derrière reste derrière. Mais on y va tous ensemble. Pourquoi ? Pour que tout le monde vote, que tout le monde ait un intérêt à voter et qu'au deuxième tour, tout le monde soit représenté. Des accords techniques qui pourraient augmenter les chances de la gauche de conserver certaines villes, notamment à Paris, Marseille ou encore Nantes, des villes dirigées aujourd'hui par le Parti socialiste. Oui, mais voilà, le patron du PS, lui, il n'est pas du tout sur cette ligne. Donc ne laissez pas penser un seul instant que nous sommes à la veille d'accords partout en France, c'est faux. Voilà, Olivier Faure refuse donc tout accord national avec LFI. La semaine dernière, le PS demandait aux Insoumis de pratiquer le désistement républicain dans les villes où le RN pourrait l'emporter. Et vous, Benoît Biteau, député écologiste, vous êtes sur quelle ligne ? Moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre, on a vécu la NUPES, on a vécu le nouveau Front populaire, on ne peut pas se permettre de laisser des villes basculer à l'extrême droite. Parce que l'étape d'après, et ça on ne l'a pas dans les radars, c'est qu'on a des sénatoriales en septembre et que le Rassemblement national ferait son entrée au Sénat. Et ça, c'est désastreux. Donc moi, je suis profondément républicain. J'ai été élu sur la base d'un front républicain pour faire obstacle au Rassemblement national avec une candidate qui était pressentie gagnante sur ma circonscription. Et je pense qu'on a un devoir républicain de ranger nos petites guéguerres intestines et de faire en sorte que le Rassemblement national n'accède pas à des grandes villes, n'accède pas à des villes tout court et surtout ne rentre pas au Sénat. Bon, et les électeurs de gauche, eux, ils en pensent quoi, Marco ? C'est les premiers concernés. Ils en pensent quoi de ce rapprochement de listes ? Eh bien, selon une enquête de l'Institut Ipsos, ils sont largement favorables aux alliances de second tour. 84% des sympathisants de gauche approuvent ce principe, mais pour des raisons différentes. Vous allez le voir, 36% y sont favorables, quelle que soit la configuration du second tour. 33% approuvent ces fusions, mais uniquement pour éviter la victoire d'une liste de la droite ou de l'extrême droite. Et alors à droite, justement, on retrouve aussi des envies de fusion. Et comment, Adeline 79% des sympathisants des Républicains, de Reconquête ou du RN sont favorables à la fusion des listes des principaux partis de droite. Dans le détail, 38% y sont favorables, quelle que soit la configuration du second tour. 21% souhaitent ces alliances, mais uniquement pour bloquer la victoire de la gauche. Et puis il y a aussi des villes où il n'y aura pas d'alliance pour le second tour. Des villes où on connaît déjà le maire, en fait, dans 7 communes sur 10. Ça peut paraître surprenant, dans 68% des communes, exactement, soit environ 23 700 en France, les électeurs n'auront pas le choix entre plusieurs candidats. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces endroits, il n'y a qu'une seule liste déposée. C'est le cas à Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, 9 000 habitants tout de même, c'est pas un village. Là-bas, le maire sortant, Hervé Féron, appelle les habitants à se mobiliser.
Et de toute manière, nous allons gagner dimanche, on le sait. On pourrait se suffire de ça et dire ouais, ça y est, j'ai gagné et faire la fête dimanche soir. Sauf que s'il y a une faible participation, on aura gagné quand même et ce sera une déception. Notre seul slogan aujourd'hui, c'est de dire aux gens il faut aller voter et notre seule victoire sera votre mobilisation. Propos recueillis par Antoine Palos. On l'a dit, une seule liste en lice. Ça concerne près de 7 communes sur 10 pour ces municipales et c'est un record. Il y a 6 ans, c'était 6 communes sur 10. Alors comment l'expliquer ? D'abord, il y a l'obligation de constituer une liste paritaire, y compris dans les communes de moins de 1000 habitants. Une problématique à nuancer quand même, selon le constitutionnaliste John Christopher Rolland. Je dis il faut le nuancer tout simplement parce qu'en 2020, il y avait quand même sur les villes de moins de 1000 habitants, sur les communes de moins de 1000 habitants, on peut, sur certaines strates, atteindre déjà 43 ou 44% de femmes présentes sur les listes. Donc aujourd'hui, tendre vers 50%, c'est effectivement un pas de plus, mais ce n'est pas la raison principale. La seconde raison, qui est à mon avis beaucoup plus substantielle, c'est qu'effectivement, le métier de maire, le métier de conseiller municipal ou d'adjoint est un métier extrêmement peu attractif. Et compte tenu de la faible indemnisation des élus en France, forcément, ça pèse sur l'attractivité. Et John Christopher Rolland ajoute que les petites communes ont aussi moins de pouvoir aujourd'hui au profit des intercommunalités, moins de compétences par exemple sur l'urbanisme ou l'aménagement de la voirie, donc forcément c'est moins attirant. Bah oui, forcément. Merci beaucoup Marco. Je vous rappelle que la soirée électorale du premier tour des municipales sera à suivre sur la 8, LCP et Public Sénat main dans la main. Regardez, ce sera nous dès 19h30 dimanche soir sur la 8 pour suivre les premiers résultats, les analyses et les commentaires de ces élections municipales. Ça se passe sur la 8. Merci à nos invités ce soir d'être venus dans Chaque Voix Compte. Merci Fanny et merci Olivier. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Vous la trouvez aussi en replay sur lcp.fr et en podcast. Nous, on revient demain à 19h30 si vous le voulez bien. On vous souhaite une excellente soirée. Dans un instant, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. À demain.